Bienvenue dans le Grand Canal, votre émission du quotidien en société vous propose ce soir un sujet pas du tout gai. Nous parlerons d'un mal, un mal absolu, un mal pernicieux qui détruit la vie, qui détruit notre communauté à sa source, le cancer du sein. C'est le mois le plus rose de l'année et le Grand Canal veut davantage porter la voix de ces nombreuses femmes qui, déjà en proie à la maladie, attendent stoïque la mort, n'est-ce pas? Tant il est difficile ici de trouver un traitement adéquat. Ce soir, nous aurons des témoignages de malades déjà guéris, fort heureusement. Nous aurons également des organisations qui se battent pour enfreiner la propagation chez nous. Des explications également de médecins sur ce plateau. Soyez donc les bienvenus. C'est votre émission des jeudis soirs sur Canal 3 Bénin. Bienvenue dans le Grand Canal. Et pour parler du cancer de sein, c'est Octobre Rose, vous l'avez remarqué, je ne suis pas tout de rose vêtu, mais j'ai ma couleur rose, mais grâce bien évidemment à l'ONG Matayara. Sur ce plateau, donc, Dr Doriane Odemba, elle est médecin généraliste, c'est Odemba ou bien Odemba? Odemba. Odemba, ah d'accord. Odemba. Ok, vous êtes camerounaise? Je suis congolaise. Congolaise. Brazza ou... Brazzaville. D'accord, d'accord. Les gens de... Mais béninoise par alliance. Par alliance. Ah d'accord, soyez les bienvenus. Ah, merci beaucoup. Ça, par contre, ça me fait plaisir. Elle, par contre, Cynthia Paletti, elle est doctorante en médecine. Bonsoir. Salut. Soyez les bienvenus. Merci. Notre troisième invitée, c'est Hermione Adjovi, elle est présidente de l'ONG Matayara, une organisation qui milite depuis des années maintenant pour sensibiliser, pour lutter contre la propagation du cancer du sein. Bonsoir, Madame Adjovi. Bonsoir. Dans le public, nous avons également des invités. Madame Patricia Aouma, qui est témoin ou proche de témoin, qui va partager avec nous sur ce plateau aujourd'hui voilà, son expérience du cancer du sein. Bonsoir, soyez les bienvenus. À côté de Madame Aouma, nous avons un artiste. Un artiste, j'ai découvert qu'il chante plutôt, il chante le cancer du sein. Tout à l'heure, on va découvrir ensemble l'une de ses œuvres. Monsieur, comment ça s'appelle déjà, Stanislas, voilà, Mignon Rwandais, alias Segangan, avec son échappe en rose, voilà, aux couleurs d'Octobre Rose. Deux invités au téléphone. Il s'agit de deux grandes dames qui vont intervenir depuis très loin, depuis au-delà de l'océan Atlantique. Il s'agit de Madame Mélanie Boniali. Elle est rescapée du cancer du sein. Elle est en Martinique. Madame Boniali, vous êtes avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je suis là. Bonsoir. Est-ce que vous nous recevez, Madame Boniali? Il y a également Madame Annabelle qui est chargée des relations soignants et éducation thérapeutique de l'association Amazon, également en Martinique. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Voilà, on me signale qu'elles sont en ligne. Et bien évidemment, elle nous est revenue, notre na de cette émission, la reine de cette émission, Fortune Adialala, qui s'est absentée pour participer à une compétition qui a eu lieu au nord, à Parakou. Fortune, bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir André, merci beaucoup. Où est le trophée? Malheureusement, je n'ai pas pu ramener le trophée à Cotonou, mais comme vous venez de le dire, je suis déjà votre reine, donc inutile d'augmenter une autre couronne. Donc... Il reste sur Chad, sur sa tête. Mais elle n'a pas remporté le trophée, mais elle est quand même, elle a fini deuxième de la compétition. Non, troisième, c'est-à-dire la deuxième princesse de la reine, voilà, de la compétition. Mais je précise que je n'ai pas du tout démérité la couronne, mais puisque j'en avais déjà une. C'était quelle compétition déjà? La compétition est dénommée Reine des médias. C'est une compétition entre uniquement les femmes du média ou les aspirantes au métier des médias, voilà. Mais ils ont eu tort de ne pas vous laisser gagner, les organisateurs. Parce Comme que ça leur aurait offert plus de visibilité. Bon, je ne suis pas en train de... Alors, revenons à nos moutons, comme le disent bien nos amis de l'autre côté. Docteur Doriane, on va commencer avec vous. Comment détecte-t-on cliniquement les signes du cancer du sein? Bonjour à tous.
Quand on est sur le plateau, on regarde un peu sur ce plateau. Il y a beaucoup de dames sur le plateau. Comment savoir qu'il n'y a aucune ici qui en souffre? Mais avant de parler des signes, il faut d'abord connaître la maladie. Le cancer de sein. C'est quoi le cancer de sein? Le cancer de sein, c'est une multiplication anarchique des cellules au niveau même du sein. Il y a une cellule au niveau du sein, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver, on appelle une cellule forte ou maligne, qui commence à se multiplier de façon anarchique. Elle se multiplie de façon anarchique et cause beaucoup de dommages. C'est une maladie très très dangereuse et silencieuse. Souvent tu peux être porteur de maladie, mais tu ne pourras pas. C'est la première cause mortelle au niveau du Bénin, du cancer. Et c'est le premier cancer féminin. Ok. Et vous dites que c'est la première cause de mortalité. Oui, au Bénin. Ça veut dire que ça prend vraiment de l'ampleur. Oui, pourtant, oui, c'est un problème, c'est un grand problème de santé publique. C'est un très grand problème. On sait qu'il y a d'autres pandémies, il y a d'autres endémies qui font des ravages, le paludisme et autres, mais vous situez aujourd'hui le cancer de sein en tête de peloton de ces maladies-là. Vous savez, le cancer de sein, le paludisme, vous connaissez le paludisme. Oui. On a un traitement adéquat pour le paludisme, tout à fait. Mais le cancer du sein, certes, on a des traitements, mais le coût est élevé. Donc, beaucoup de personnes n'ont pas assez de moyens pour se faire soigner. Et beaucoup de personnes meurent à cause de la... Je peux dire, ce n'est pas de la négligence. Ils ne connaissent pas la maladie, au fait. Malgré tout ce qui se fait, les sensibilisations, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Beaucoup de choses se font aujourd'hui, oui. Mais au niveau des villes, au moins, les gens commencent à comprendre. Mais au fin des villages, on reçoit beaucoup de malades qui reviennent des villages qui ne connaissent pas. Qui ne connaissent pas ce qui s'appelle le cancer. Qu'est-ce que c'est le cancer de sein? Elles arrivent sur place avec un sein déjà. Ok. Oh là là, dommage. Docteur Paletti, comment, oui, la maladie est ignorée, et c'est d'ailleurs ce qui explique tous les dégâts qu'elle produit aujourd'hui. Mais vous, le spécialiste, quels sont les signes par lesquels vous arrivez à détecter déjà qu'il s'agit du cancer de sein? Ok, merci, bonjour à tous. Les signes qui peuvent faire penser à un cancer du sein, on a déjà en premier, il peut avoir une augmentation du volume du sein, une tuméfaction, la présence de nodules dans le sein, des douleurs mammaires, un écoulement de sang au niveau du marmelon, une ulcération du sein ou un processus inflammatoire du sein. Alors, est-ce qu'il y a un facteur lié à l'âge? Par exemple, quand vous dites les mamelons qui coulent du sang, ça veut dire peut-être c'est une nourrice ou une femme qui a déjà connu la maternité, puisque je crois que les seins des jeunes filles ne coulent pas du lait, donc rien ne devrait pouvoir en sortir. Est-ce qu'il y a un facteur lié à l'âge? Oui, il y a un facteur lié à l'âge. Plus l'âge évolue, le facteur est plus élevé. Déjà à partir de 50 ans, le facteur est plus élevé. Madame Amiana Douvi, vous êtes présidente d'ONG qui travaille dans la lutte contre, entre autres, le cancer de sein. Docteur Doria nous a fait peur, je ne sais pas si elle a fait exprès. Elle estime qu'aujourd'hui, le cancer de sein fait plus de ravages que n'importe quelle autre maladie chez nous. Vous qui êtes sur le terrain, est-ce que vous confirmez ce constat? Alors, j'avoue que je n'ai pas les statistiques au Bénin parce qu'au Bénin, c'est difficile d'avoir des statistiques précises. Mais ce en quoi je pourrais la rejoindre, c'est sur la méconnaissance de la maladie. On dit souvent, lorsque vous savez de quoi vous souffrez, vous êtes à moitié guéri. Mais le problème avec le cancer par rapport au paludisme, c'est qu'il est totalement inconnu. Et que pour les rares personnes qui le connaissent même, le cancer, il y a une sorte de tabou autour, surtout dans les localités un peu rurales où lorsque le mal commence à se développer, on pense tout de suite au mystique. Et on se dit, il faut aller chez les marabouts, chez les guérisseurs. Donc on passe plus de temps à chercher des solutions complètement inutiles. Et le temps d'arriver à l'hôpital, le sein s'est déjà putréfié, on est déjà à la phase de métastase. Et généralement, la patiente finit par décéder. C'est triste de dire ça, mais les traitements qui existent aujourd'hui dans ce contexte ont tendance à accompagner le malade vers le décès. C'est-à-dire essayer de retarder le plus possible le décès. Mais en réalité, ne guérit pas. La preuve, c'est qu'au niveau de l'ONG, déjà, Mata Yara est née justement à travers une lutte d'Octobre Rose, parce que nous avons vu sur Internet une jeune fille de 17 ans
qui avait le cancer de sein et qui a subi une ablation du cancer de sein. Et elle n'est pas, pardon, une ablation du cancer, j'allais dire, voilà. Et elle n'est pas européenne, elle est gabonaise. Et c'était en 2018, et c'est de là que l'ONG est née pour porter cette cause-là. Et après, nous avons développé sur les autres aspects. Et j'ai le triste sentiment de dire qu'elle est décédée l'année dernière, en octobre ou en novembre l'année dernière, à 23 ans. Donc, facteur âge, oui, je suis d'accord que plus l'âge est élevé, plus on doit craindre le cancer, mais il faut que les jeunes filles aujourd'hui sachent qu'en réalité, l'âge ne devrait plus être un critère, un facteur pour à considérer. Parce que si une jeune fille de 17 ans a eu le cancer de sein, ça peut arriver à tout le monde. Oui. Et là, le problème avec le cancer, c'est qu'il n'y a même pas de cause précise en réalité. Il n'y a que des facteurs de risque. Il n'y a pas, quand tu ne dors pas sous moustiquaire imprégné, tu as le paludisme. Il n'y a pas ça. Et le pire, c'est que vous pouvez avoir évité tous les facteurs de risque et pourtant finir par l'avoir. Donc en réalité, c'est en cela que je suis du même avis que le docteur, parce qu'un mal qu'on ne connaît pas vraiment et qu'on ne sait pas comment éviter, c'est forcément plus dangereux qu'un mal qu'on connaît et qui a déjà un traitement. Et pour ce que j'ai lu, c'est que c'est la première cause de mortalité par cancer chez la femme. Donc de tous les cancers qui existent, y compris le cancer de C'est vrai que nous sommes dans dans le temps des cancers, hein, il y en existe tellement. Et nous, ici en Afrique, et plus particulièrement au Bénin, on n'était pas habitués à ça, à cette ampleur aujourd'hui que prennent les cancers, différentes sortes de cancers. On en parle au quotidien désormais. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, Dr Dorian? Pourquoi aujourd'hui c'est rentré dans nos habitudes aujourd'hui les cancers, y compris le cancer du sein? Moi, je dirais la vie change en fait. On a plusieurs choses qui se développent. On a plusieurs. Bon, moi, je prends par exemple au niveau des causes. Lorsqu'on parle des causes, il y a plusieurs causes. La génétique d'abord. Donc, au niveau de la génétique, si dans votre famille, il y a eu des personnes qui ont dû développer un cancer du sein, c'est que vous avez des chances. vous avez des chances de développer. Donc, c'est d'abord la génétique. Quel que soit le cancer. Quel que soit le cancer, ce sont les gènes. Les mutations de gènes se font. Dans votre famille, il y a un gène de tel cancer. Par exemple, au niveau du sein, on a le gène BRCA1 et BRCA2. Vous avez ces mutations de ces gènes dans votre famille. Ou bien, au moins même en Europe, on peut détecter si tu as ces gènes-là, si tu as une mutation de ces gènes-là. Et tu peux décider de faire une implantation de sein. Mais ici, on ne sait même pas si on peut le faire. Oui, parce qu'ici, déjà, on n'a pas la culture des bilans de santé, on ne se connaît pas. Avec la génétique, ce n'est que quand les maladies surviennent qu'on commence à courir. Oui. Avec la génétique, déjà, nous sommes déjà exposés. Après la génétique, nous avons notre condition de vie. En fait, le cancer du sein peut être un douloureux héritage familial. Hein. Vous naissez et vous héritez de cela. Si votre mère a eu à faire un cancer de sein, vos soeurs peuvent le développer. C'est terrible. Donc après la génétique, nous avons notre façon de vie. Nous avons une mauvaise hygiène de vie. Ça, on ne va pas se le cacher. On mange trop sucré, trop salé, on ne fait pas assez de sport, on boit assez d'alcool, on est tabagique. Tous ces facteurs-là influencent. Oui, mais quand on avance ces arguments, oui, trop manger, sucré, salé, le tabac, l'alcool, mais moi je connais des gens qui abusent de ces choses-là, mais qui ne souffrent pas de cancer, qui ne souffrent de rien, au contraire. Alors, je sais, ce sont des facteurs de risque. Cela ne veut pas dire que ce sont des causes, c'est ce qui entraîne. C'est ce qui prédispose à la maladie. D'accord. Donc, elle prédispose à la maladie. Après ça, nous avons des rayons. Oui. Avec le téléphone. On va les bons gens, mettre le téléphone dans le Oui. Même nous, les agents de santé, même les hommes aussi qui mettent ça dans la poche. Il y a des cancers de testicules qui existent. Oui, la prostate aussi, tout ça. Mais on n'est pas venu pour ça. Donc, même nous, les agents de santé, au niveau des centres hospitaliers, nous avons des rayons. Là, on fait des rayons sur les radios. Il y a des émanations. Donc, on est prédisposé au fait dans le fait. Donc le cancer du sein pourrait faire partie des maladies, comment vous appelez ça, à l'hôpital en tant que personnel de santé. Alors, je vais donner la parole à nos
amis de la Martinique. Annabelle, chargée des relations soignants et éducation thérapeutique de l'association Amazon Martinique, vous êtes avec nous maintenant. C'est bien, soyez la bienvenue. Alors, vous avez suivi un peu sur le plateau les médecins, les intervenants ici qui ont fait observer qu'au Bénin, la maladie fait des ravages, surtout parce qu'on la méconnaît, les symptômes, ses manifestations, ses causes sont ignorées. Est-ce que c'est le cas chez vous, là-bas, en Martinique? Alors, il est vrai qu'en Martinique, déjà bonjour à tous. Nous avons en Martinique une population qui bénéficie d'un dépistage. Donc, un échantillon de femmes reçoivent tous les 2 ans courrier les invitant à effectuer ce dépistage auprès de centres de radiologie spécialisés sur notre île. Et aussi, nous avons des campagnes de sensibilisation et de prévention où nous invitons aussi des jeunes femmes à effectuer de l'autopalpation ou, si ces dernières ne sont pas à l'aise avec l'autopalpation, pour essayer de voir si elles n'ont pas l'apparition d'une boule, donc d'une tumeur au niveau, une boule qui doit être bénigne ou maligne, pardon, au niveau du sein. Elles ont la possibilité de se rapprocher de leur médecin pour effectuer une palpation ou de leur sage-femme ou du gynécologue. Voilà, mais ici, ça se fait aussi, hein, les campagnes de dépistage et aussi de sensibilisation à la palpation. Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi cette maladie peut atteindre ce niveau de propagation, alors que c'est des gestes quand même plutôt banals. Ça doit pouvoir être accessible à tous. Alors, tout à fait. Alors, je vous avais eu un médecin qui a effectué un témoignage en parlant effectivement des risques alors, les facteurs de risque pourraient être aussi éventuellement soit une hygiène alimentaire qui ne soit pas correcte, soit trop grasse, comme elle le disait, ou trop salée ou trop sucrée, le manque de sport. Il n'y a pas que des facteurs génétiques. Il peut y avoir aussi le stress, différents facteurs qui font cette maladie, qu'elle apparaisse même chez des femmes, des jeunes femmes qui n'ont pas 50 ans et qui sont beaucoup plus jeunes et qui aussi, soit parce que par leur jeune âge, pour elles, il est peut-être peu probable qu'elles soient touchées par cette pathologie qui est le cancer du sein. Mais aujourd'hui, l'on constate que cette maladie peut survenir à n'importe quel âge. Voilà. Madame Mélanie Boniali, oui. Vous êtes, une rescapée du cancer du sein, ça fait plusieurs années maintenant, vous en avez souffert et vous êtes guérie, j'en suis très heureux. Comment l'avez-vous su? Alors, pour le coup, je voulais juste compléter, du coup, il y a aussi des facteurs environnementaux qui, pour le coup, sont aussi parfois à dénoncer même, puisqu'on est dans un contexte un peu particulier avec le chlordécone, etc. Juste souligner des situations comme celle-ci qui peut-être également liées à la quantité de femmes touchées, en tout cas sur nos terres. Personnellement, me concernant, il s'agissait d'une boule que j'ai découvert. J'ai fait une biopsie et a priori c'était un adénofibrome. On me dit que ça ne se transformait pas en cancer. Et ensuite, il y a eu une grossesse et finalement, au même endroit, ils ont détecté, une fois qu'on a refait une microbiopsie, parce que la texture de cette boule-là avait changé. Donc, l'idée de se palper, c'est bien. On peut avoir l'impression que c'est bénin, effectivement, parce que ça ne fait pas mal ou on se dit que ça peut se résorber. Effectivement, un adénofibrome, ça peut se résorber. Sauf que là, la texture avait vraiment changé et c'est intéressant à un moment de se poser des questions et d'aller consulter. Donc moi, c'était une boule qui s'est développée peut-être par rapport à la grossesse, puisque ma pathologie était hormonodépendante. Donc la grossesse y est peut-être pour quelque chose. Mais en tous les cas, le fait qu'il y ait des anomalies devrait nous interroger en tout cas et nous amener à faire des tests, à vérifier qu'il ne s'agisse de rien du tout. Mais ça peut arriver que ce soit rien. Donc c'est pour ça que
parfois on peut avoir des boules, elles apparaissent et elles disparaissent. C'est pour ça que c'est compliqué aussi pour les femmes de pouvoir mettre un mot cancer sur juste une déformation ou une anomalie qui pourrait disparaître du jour au lendemain. Alors, vous m'avez dit, pendant qu'on préparait cette émission, que vous avez souffert de cela depuis 2014, ça fait plusieurs années maintenant. Le traitement a duré combien de temps? Moi, mon traitement, il a duré 8 mois. J'avais 33 ans à l'époque, donc ils ont décidé de taper lourd, comme ils ont dit. D'ailleurs, le protocole chimio que j'ai eu l'occasion d'utiliser n'est plus utilisé aujourd'hui parce que autant il a pu sauver des vies, mais il a également fait beaucoup de dégâts. Donc, 8 mois de traitement, voilà, chimio, radiothérapie, ablation du sein et voilà. Et ensuite des années pour se reconstruire, mais avec de beaux résultats, quoi. Voilà. On va revenir rapidement sur ce plateau avec nos invités. Vous restez avec nous, s'il vous plaît, Madame Annabelle, Madame Boniali, vous restez avec nous pour poursuivre cette discussion. Docteur Dorian, quand je prends le cas de Madame Boniali, c'est depuis 2014, elle a découvert qu'il y avait une boule dans son sein. Généralement, ici, ce que je sais, c'est que lorsque la jeune fille voit qu'il y a des boules dans son sein, c'est plutôt réconfortant. On pense que c'est bien. Et quand il n'y en a pas, on a tendance même, la société pense que c'est pas une jeune fille qui est plutôt sérieuse et que ça a laissé plutôt trop malaxer les seins. Pourquoi faut-il s'inquiéter lorsque on a le sein dur? On va dire les choses comme ça. C'est drôle, c'est ça? C'est pourtant sérieux, oui. Ah bon, moi je veux m'informer en fait. Je ne savais pas. Ah bon? Je ne savais pas. Mais en ce moment, avec le conseil de ceux qui sévit, on attire l'attention des jeunes filles dès qu'ils ressentent une petite boule, de consulter. Est-ce que quand on parle de boule, lorsque le sein est dur, bien ferme, ou bien il y a des petites boules qui peuvent apparaître dans le sein? Il y a des petites boules qui peuvent apparaître, qu'on appelle nodules, dans le sein. À n'importe quel cadran du sein, il y a des petites boules qui peuvent apparaître. Okay. Et une jeune fille, normalement, quand tu te laves, tu te touches. Donc, en te lavant, tu peux toucher, sentir. Ah, il me semble qu'à cet endroit-là, je n'avais pas de petites boules. Mais là, et tu consultes. C'est ça. Maintenant, il y a certaines boules, comme vient de le dire Mélanie, il y a certaines boules qui disparaissent. Oui. Parfois, nous, les jeunes filles, on se dit peut-être ça va disparaître, je vais attendre. C'est en attendant attendre là, que la chose dégénère. Et quand elles arrivent à l'hôpital, ça devient déjà trop tard. Ça devient cancéreux et puis apparaît le cancer de sein. Nous avons parlé du facteur de l'âge, j'ai entendu parler de facteur environnemental également de la part de Mme Boniali. Ici, en fait, il faut retenir que ce n'est pas que chez nous que le cancer de sein sévit, mais quand on parle de facteur environnemental, de quoi peut-il s'agir, docteur Palité, dans notre contexte ici en Afrique? Quand on parle des facteurs environnementaux, il s'agit des rayons X, comme à l'hôpital fait une radiographie, les rayons X qui sont projetés. On a la pollution qui sévit de plus en plus. Quand vous parlez de rayons X, vous êtes en train de décourager les gens qui peut-être doivent aller faire des radios pour d'autres préoccupations. Non. En fait, quand on fait des radios, on te fait porter, ou même ceux qui font des radios, ils ont des habits qui portent pour éviter que les rayons X puissent irradier. Ok. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais il y a une norme à ne pas dépasser, au fait. Il y a une norme à ne pas dépasser. Mais tu sais, nous sommes humains. On ne peut pas tout gérer à la lettre. Donc, il y a des erreurs, qui arrivent. Des négligences. Moi, je me rappelle, j'étais enceinte et je n'ai pas pris d'habitude. J'étais tellement pressée que je suis rentrée dans la salle de radiographie, alors que ça ne se fait pas. Ok. Parfois, nous sommes négligents. Oui, nous sommes négligents. On va écouter notre témoignage sur ce plateau, puisque nous avons une victime, ou en tout cas témoin de victime. Il s'agit de Mme Patricia Aouma. Bonsoir déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez eu une maman qui en a souffert.
à quel moment maman a su qu'elle avait le cancer du sein? Alors déjà, merci pour l'occasion. Donc oui, ma mère en est décédée malheureusement, mais elle a été diagnostiquée en 2002. Ok. Et elle est décédée en 2016. Ah, d'accord. Mais dans mon cas particulier... Oui, non, voilà. 14 ans, je crois. 14 ans. Alors dans mon cas particulièrement, elle nous a cachés en fait. Ah. Voilà. Elle l'a caché. Oui. Il y a d'abord, il y a une première étape. Quand on vous annonce que vous êtes atteinte de cette maladie, il y a l'acceptation de la maladie. Quand vous ne l'acceptez pas et que vous avez honte de cela, c'est déjà un problème pour le traiter, un problème pour en parler autour de vous. Donc déjà, lorsque vous ne parlez pas même à vos enfants, même s'ils sont aussi jeunes, ou que même vous n'échangez pas avec vos frères ou vos sœurs, c'est un drame. Alors lorsque moi je commence à savoir que ma mère est malade, c'est en 2013. Parce que oui. 12 ans plus tard. 2002, 11 ans plus tard. 11 ans plus tard. Oui, 11 ans plus tard. Elle l'a caché pendant 11 ans. Elle l'a caché. Mais parce que j'ai eu à insister... Il n'y avait pas de manifestations, vous n'avez pas senti des symptômes sur elle, que psychologiquement, physiquement? Non, elle est très forte. Ah, d'accord. Elle est très forte. C'est-à-dire que... Elle l'être pour garder une telle maladie. Oui, elle est forte dans l'art du camouflage. Parce que déjà, elle-même, à un moment donné, en 2013, je lui ai dit, mais écoute, tu es pâle, c'est bizarre. J'ai l'impression que tu es malade. Elle insistait, il y a eu des échanges un peu houleux, mais finalement, elle admet, oui, je suis malade, mais ne dis pas que c'est le cancer du sein d'abord. Oh là là. C'est-à-dire qu'on a vraiment su que c'était le cancer du sein quand elle est décédée. Ah, même jusqu'à sa mort, vous n'avez pas su que Mais je vous assure, vous voyez un peu le choc émotionnel qu'il y a en fait. C'est-à-dire qu'on ne vous prépare pas à un départ éventuel, mais en échangeant avec elle, vers la fin, quand elle parlait, pour elle, en fait, elle serait décédée en 2013. Mais elle a survécu jusqu'en 2016. Mais en 2016, en décédant, il y avait des facteurs, c'est-à-dire il y avait vraiment, quand vous la regardiez, vous voyez que c'était le cancer du sein parce que physiquement, il y avait des séquelles en fait sur elle. Donc financièrement aussi, c'est un coût. Ouais. Justement, j'allais vous demander, maman, elle traitait forcément une maladie devant vous, elle dépensait dans la santé, elle investissait dans des médicaments, et vous le voyez sans savoir pour autant qu'il s'agissait du cancer. Alors, dans mon cas particulièrement, j'ai vécu avec mon père. Donc, maman n'était pas présente. Ah, d'accord. Donc, les fois où j'allais voir ma mère, ces fois-là, elle cachait tout. Elle cachait tout. Ou quand elle est en train de boire un médicament, elle dit non, c'est juste un comprimé, j'ai mal à la tête. Mais non, elle se faisait traiter, en fait, à ce moment-là. Mais il faut reconnaître que, en fait, comme le premier médecin l'a dit, il y a le facteur où la personne, non seulement elle cache la maladie, mais elle abandonne aussi le traitement. Ou le traitement. À un moment donné, on peut accuser les sorciers. On va à l'église. Ah oui, les sorciers, les tantes ont le dos assez large. Hein, mais moi, j'aimerais dire que, oui, on va à l'église, c'est bien. Mais je pense que les médecins ont la faculté de pouvoir traiter cette maladie-là. Il faut insister, il faut persévérer, il faut garder de l'espoir, en fait, lorsqu'on est en train de faire ce traitement. Donc moi, dans mon cas, j'ai été psychologiquement touchée. Et donc, ça m'a valu, en fait, une année sabbatique. J'ai pas pu soutenir parce que j'étais traumatisée. J'arrivais pas à comprendre qu'on puisse cacher cela à son enfant, à son proche, ou qu'on puisse aussi, à un moment donné, se laisser mourir. Parce que ça dit que déjà, quand vous annoncez ça, que vous refusez d'accepter la maladie, voilà, vous laissez mourir à la longue. Donc, dans mon cas, c'est un peu ça. Et je vais dire que je suis également exposée, comme elle disait. J'ai un précédent déjà. Ma mère a été détectée cancer. Donc, moi aussi, en fait, il faudrait que je fasse doublement attention à tout ça. Ok, et justement par rapport à ça, quelles sont les précautions que vous prenez, vous, pour au moins essayer de... Alors déjà, moi, à mon niveau, je me touche tout le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre, comme on dit souvent, après les menstrues, en fait, pour l'autopalpation, ou choisir un jour dans le mois ou 2 jours dans le mois pour le faire. Moi, je le fais régulièrement, que ce soit sous la douche, en allant me coucher. Je le fais régulièrement parce que, j'ai peur
C'est normal d'avoir peur. J'imagine que votre conjoint aussi s'investit dans cette activité-là. Hein. Bien. Déjà, j'ai pas de conjoint. J'ai pas de bague. Donc, non. J'ai pas de conjoint. Donc, non. C'est le rôle aussi d'un conjoint, non? Docteur, pourquoi ça vous fait rire? Oui, les conjoints doivent aussi servir à cela, parce que ce n'est pas que la jeune fille qui est exposée, ou bien? C'est bien ça? Je suis d'accord avec vous. Hein. Eux, ils devraient pouvoir sensibiliser. Sur cet aspect-là particulièrement. Alors, docteur Doriane, pourquoi et comment une femme, pourtant étreinte par la douleur de cette maladie, de cette vilaine maladie, peut-elle décider de la garder pour elle, la cacher pour ses enfants, ses proches, pendant tout ce temps, par exemple comme le cas de la maman de notre invitée Patricia? Vous savez, le cancer de sein, comme je le disais, c'est une maladie mal connue. Donc, quand une personne est atteinte du cancer, la personne a peur des yeux, au fait, de son entourage. De la société. De la stigmatisation, de la compassion. Elle va se dire, ils auront pitié de moi, je sais comment ils vont me voir, comment ils vont me traiter. Donc, pour éviter ça, elle préfère garder leur douleur et se montrer forte devant ses proches. C'est la peur du regard, en fait, et de la stigmatisation. Vous savez, lorsque même en ce moment-là, avec le VIH-Sida, la stigmatisation continue. Oui. Et c'est de même avec le cancer. C'est pourquoi elle préfère aller se cacher chez les féticheurs, là, avec des traitements sous traitement, et après, quand la situation dégrade, elles arrivent à l'hôpital. Mais là, on va juste faire des soins palliatifs pour les aider à s'en aller sans douleur. C'est sur le cas du silence que l'on observe par rapport à cette maladie. Vous, dans vos activités à l'ONG Matayara, est-ce que vous est déjà arrivé de rencontrer des cas de malades qui se cachent? La question n'est pas est-ce qu'on a rencontré des cas. Toutes les malades se cachent en règle. La preuve, c'est que sur ce plateau, il n'y a personne qui souffre du mal et qui est prêt à témoigner. C'est vrai que quelque part, le regard... Vous pensez qu'il pourrait en avoir sur ce plateau? Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas pu trouver quelqu'un... tout à l'heure. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas pu trouver quelqu'un prêt à partager son expérience. Parce que après, il ne faut pas leur en vouloir parce que c'est une phase très douloureuse. Très douloureuse. Le dernier cas que nous avons eu, que nous avons accompagné pendant 2 ans, elle a fini par mourir aussi à 33 ans. C'est un cas qui nous a détruit. Elle est là, elle peut en témoigner. Quand vous allez chez elle, en repartant, vous venez en pleurant en réalité. Il faut dire que c'est très douloureux, je ne le souhaite, c'est tellement douloureux où vous voyez une personne comme vous, une jeune femme, crier chaque seconde en fait, crier mais de stupeur, crier d'effroi, crier, c'est douloureux en fait. Et quelqu'un qui vit ça et qui peut-être pendant 2 jours arrive à souffler un peu, qui ne sait pas si elle va survivre ou mourir, il ne faut pas lui en vouloir de ne pas vouloir venir devant un plateau pour parler. C'est vrai. Mais après, il y a, comme elle l'a dit, ce silence-là qu'on ne comprend pas. Une chose est de ne pas vouloir venir s'exposer, mais l'autre est de vouloir cacher. Cette dame-là, paix à son âme dont je parle, quand on allait la voir, au moment où elle vous raccompagne, même en fait, sur son portail, devant son portail, personne ne savait qu'elle avait un mal. Donc, les gens dans son quartier ne savaient même pas ce qu'est le cancer de sein. Pourtant, elle avait subi une ablation de ses 2 seins. Et donc, en voulant sortir, il y a des soutiens avec des chiffons qu'on met pour camoufler un peu, pour que les gens ne s'en doutent pas. Mais c'est pour dire, cette femme, déjà, elle a détecté son mal, je pense, 2 ans plus tôt, en 2015 ou 2016. Elle a suivi un traitement au CNHU pendant 2 ans au moins, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul nodule dans un sein. Elle suivait un traitement qui était censé la guérir, mais 2 ans plus tard, elle remarque que le 2e sein est affecté et le sein commence à maintenant pourrir malgré le traitement qui a duré 2 ans dans un hôpital qu'on dit aide de référence en tout cas. Et donc, c'est d'abord un choc pour elle-même, mère d'un enfant qui à ce stade a été abandonné par son époux qui trouvait l'épreuve trop douloureuse à vivre avec elle. Donc elle se retrouve seule avec un enfant dont elle ne peut pas prendre soin. Elle a 2 masters mais incapable de travailler. Elle se retrouve à la charge de son père et de sa mère. Son enfant, on a été obligé de l'éloigner de l'enfant parce que c'est traumatisant pour un enfant de 5 ans de voir sa mère pleurer, on lui a rasé la tête. Et je me rappelle qu'il y a une période où elle voulait vraiment vivre, elle voulait qu'on lui fasse une formation. Et donc moi, je me rendais chez elle, je lui donnais une formation. Mais parfois, vous allez chez elle, vous parlez très bien au téléphone le matin, vous venez vers 15 h, elle est allongée, nue par terre, à crier. La douleur surgit en fait, la dérange pendant un moment, après la lâche, elle respire un peu, après ça recommence. Et ça a duré minimum 2 ans en fait, tout ça. Et elle suivait son traitement au Ghana. Elle allait au Ghana faire de la chimio et tout. Coronavirus en 2020, les frontières ont été fermées, la maladie l'a
terrassée et elle est décédée. Bénéficier et vous des voyez une soins. femme qui était potelée, bien belle, devenir mince, maigre. Comme un vieux paquet. Franchement, elle ne pouvait même plus vous voir, elle ne voyait plus, elle avait perdu la vue. Elle ne vous entend pas, il fallait s'approcher de ses oreilles, crier très fort avant qu'elle dise « Ah d'accord, j'ai compris ». Elle ne pouvait plus se lever, on devait lui mettre des couches. C'était en fait douloureux, c'était effroyable la vie. Et c'est l'importance en fait de la sensibilisation parce qu'on dit qu'il est très important, tout ce qui peut sauver véritablement du cancer du sein aujourd'hui, c'est la prévention. Il faut faire en sorte de ne jamais avoir ce mal parce que quand vous l'avez, vous n'êtes plus sûr de rien. Et Dora, je donnais son exemple, paix à son âme aussi, à 17 ans, elle a eu le cancer du sein, décédé à 23 ans, ce n'était pas par manque de moyens. On a mobilisé pour elle en ligne 20 000 € l'année dernière pour faire une intervention parce qu'elle avait déjà subi une ablation. Elle a eu un enfant parce qu'on lui a dit que l'allaitement permettait aussi de diminuer les risques. Elle a eu un enfant, mais l'enfant avait à peine 1 an et demi quand elle est décédée parce qu'elle a fait une rechute terrible et l'argent n'a pas pu la sauver. Donc ce n'est même pas une affaire de je suis riche, je peux me traiter. Donc faisons attention, suivons minutieusement les conseils en termes de prévention, se palper et tout ce qu'il y a comme facteur de risque à éviter. Et je pense qu'on pourrait avoir la chance de... Docteur Dorian, oui. Je veux revenir sur la personne que nous avons suivie pendant 2 ans à l'ONG. Vous voyez, mais c'est vrai qu'elle était devenue aveugle. Oui. Mais quand vous lui parlez, elle ne se rappelle de personne, elle ne vous voit pas, mais elle fait seulement de sourire. Vous voyez son visage, un sourire honteux. Vous connaissez le sourire, un sourire honteux. Tu souris, mais elle a honte. Elle se dit, mais je suis cool, qu'est-ce que je fais En fait, chez nous au Congo, on appelle ça Kosekamotakou na vélo. C'est-à-dire, tu es tombé, comme il y a des gens là, tu ne peux pas montrer que tu as mal, tu souris seulement, alors que tu as vraiment mal. Vous comprenez? Tu es tombé, tu as mal, mais comme il y a assez de monde là, tu ne peux pas pleurer, tu ne peux pas crier, tu souris parce que tu as mal. C'est quelque chose comme ça. Et quand tu l'as, tu dis, tu l'as. Ce niveau de douleur. Quand tu l'appelles, elle répond. En fait, elle reconnaissait un peu les voix. Dès que tu criais de ses oreilles, elle reconnaît ta voix, elle sourit. Et ce sourire-là, ce n'est pas un sourire joyeux. Ça faisait tellement mal. C'est vraiment pernicieux ce mal. Qu'elle culpabilisait même en fait, parce qu'elle se disait qu'elle est une mauvaise mère, elle a abandonné son enfant. Elle n'était plus... Mais que pouvait-elle faire? Parce que c'est ça, mais vous la voyez pleurer. À l'article de la mort, elle ne pouvait plus rien faire. Et 2 jours, je crois, une semaine avant sa mort, elle disait... Je dois fêter l'anniversaire de mon fils. Je dois fêter. Maman, les habits sont où? Son fils, il doit fêter. Imaginez. Ce jour-là. J'étais à la maison un jour brutalement quand j'ai reçu l'appel et puisqu'elle est musulmane, ça s'est passé en même temps. On était à l'enterrement, c'était... D'abord, beaucoup de courage pour vous qui accompagnez les malades justement du cancer de sein. J'imagine que ça ne doit pas être facile quand je vous écoute. Moi-même, franchement, je suis terriblement ému. On va quand même poursuivre cette discussion. Je peux bien interroger Mélanie Boniali. Vous avez vécu ces différentes étapes, vous en êtes sorti. C'est encore heureux qu'il y ait des rescapés, mais il faut avoir une sacrée chance pour survivre au cancer du sein. En ce qui vous concerne, j'ai entendu tout à l'heure Hermione et d'autres le dire, on rase la tête de gens qui souffrent du cancer. Et tout, et c'est des facteurs forcément qui encouragent la stigmatisation dans la société. Comment est-ce que vous avez pu gérer ces aspects-là? Oui, je disais, vous, est-ce que par exemple vous avez fait l'objet d'un rejet au sein de la société, vu que vous avez changé votre physique, voilà, vous portiez plus de cheveux et tout? Alors personnellement, je vous avouerai que je n'ai pas eu le choix d'assumer mon physique, puisque je ne supportais pas les perruques à l'époque et que mes cheveux ne repoussaient pas du tout. Donc on les rase non pas pour le plaisir, on les rase à cause du traitement qui fait que certaines cellules malignes, oui, sont éliminées, mais aussi certaines cellules bélignes. Donc du coup, on n'a plus de poils du tout. Et oui, il faut savoir assumer son crâne rasé. Donc du coup, je me suis beaucoup maquillée, beaucoup apprêtée pour essayer de me sentir femme malgré un crâne chauve et un seul sein sur mon corps. Hein. Il a fallu que je me réapproprie ce corps-là, oui. Ça ne doit pas être facile à assumer. J'ai vu vos photos avec le crâne rasé, effectivement, et une poitrine désormais moins garnie. J'ai vu quelques photos de vous pendant que je préparais cette émission. Ça va être très difficile, docteur Paleté. D'abord, pourquoi il faut raser le crâne aux malades de cancer? Okay. Bon, déjà, il faut raser le crâne aux malades parce que pendant le traitement,
on fait une chimiothérapie. Et la chimiothérapie a beaucoup de conséquences sur l'organisme. Ça entraîne une chute des cheveux. Donc, il faut raser le crâne pour faciliter le traitement. D'accord, c'est moins joli en tout cas d'avoir une tête clairsemée, les cheveux pas très en ordre, plutôt que de raser. Oui, Fortune? Avant, je voudrais demander à notre invitée, Madame Patricia, si sa maman aussi, à la fin et au cours de ces derniers jours, a eu autant de douleurs que la femme que Madame Adjovi a accompagnée, oui. où sa phase n'est pas allée jusqu'à ce point. Merci pour la question, madame. Alors, oui, ma mère a vraiment énormément souffert au point de perdre la parole. Lorsque vous avez atteint le summum de la douleur, comment je peux expliquer ça? À un moment donné, vous ne pouvez même pas dire bonjour. Vous pensez que vos lèvres bougent. Mais on n'entend rien. Mais vous voyez, c'est-à-dire vous échangez avec la personne, vous savez qu'il y a une intention dans le regard de vous répondre, mais c'est fini. Une fois que la parole part, c'est terminé. C'est-à-dire que vous-même déjà, psychologiquement, là, vous savez que vous êtes en train de perdre la personne. C'est une question d'heure ou de minutes. De mettre des mots sur cette douleur, sur ce qu'elle ressent déjà. Non, c'est pas ça. Excusez-moi, c'est-à-dire que vous avez atteint c'est fini. Oui. C'est comme on dit, date d'expiration. C'est terminé. Les dés sont lancés, c'est terminé. Ça dit que vous souffrez tellement intérieurement. D'abord, vous n'arrivez même pas à expliquer où vous avez mal parce que c'est à différents niveaux en fait. Vous pouvez avoir mal au pied tout de suite, ça rentre dans les hanches, ainsi de suite. La douleur se propage. Parfois, c'est tout le corps. Vous avez tellement mal que vous ne pouvez même pas expliquer le mal. Mais à un niveau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous atteignez en fait, c'est-à-dire vous êtes sous soins palliatifs. D'accord? Et quand vous atteignez le niveau de soins palliatifs, c'est terminé. Excusez-moi, je dirais c'est terminé. Et parfois, excusez-moi, les médecins parfois aussi ont mal et n'arrivent pas à vous dire que c'est terminé. Mais quand vous n'entendez plus votre maman au téléphone, quand vous l'entendez plus, quand vous parlez avec elle, vous faites la conversation seule, psychologiquement aussi, vous êtes détruit. Oui. Vous savez que la personne est partie. C'est-à-dire que vous savez, la personne vous regarde, mais la personne est partie. Il manque plus que l'âme parte et puis c'est terminé. Donc voilà, c'est le niveau là en fait. C'est inexplicable. C'est-à-dire que je sais pas, je pourrais pas expliquer parce que il n'y a que la personne qui vit à ce moment-là. Beaucoup de courage à vous, Madame Patricia, beaucoup de courage. Soyez forte. C'est traumatisant. Non, mais vous n'avez pas idée parce que à ce moment-là, c'est pas le regard des autres. À ce moment-là, c'est vous. Vous vous dites, mais je suis impuissant. Je peux rien faire. Je peux pas soulager la douleur. Je peux même pas lui dire, mais dis-moi, maman, dis-moi au moins que tu m'aimes. Dis-moi au moins que, bon, voilà, rassure-moi. Impossible. Mais vous voyez ça dans le regard, en fait. De la personne de oui, je suis là, mais il n'y a pas de mots dessus. André, vu la gravité de cette maladie, je voudrais bien également demander aux femmes qui sont dans ce public, est-ce qu'avant de venir ici, il y en a qui connaissaient vraiment la maladie et comment est-ce qu'elles font pour prévenir? Parce qu'apparemment, il n'y a pas de guérison. Donc... Y a-t-il des gens qui veulent prendre la parole dans le public, des dames qui... Il y en a. Oui, moi, c'est Madame Karima Tlawani. Allez-y, parlez. Et je connaissais la maladie et puis j'ai des parents proches qui ont vécu, qui ont été victimes de cette maladie. Mais heureusement, elle s'en est sortie et elle est toujours là. Mais à la suite de la maladie, maintenant, elle a développé un autre cancer, le cancer de l'utérus. Oh, même personne. La même personne. Et on a fait aussi l'ablation de son utérus et elle est toujours là. Comment la maladie est arrivée, c'est quand elle est allée à l'hôpital pour faire une consultation prénatale qu'on a découvert les nodules dans ses seins. Et on a dit, mais madame, laisse-nous enlever au moins la grossesse. On va faire un avortement pour qu'au moins on puisse t'enlever aussi les nodules. Elle dit jamais qu'elle doit avoir son bébé. Et c'est comme ça que le cancer a évolué. Elle a eu le bébé. Et après ça, les seins sont transformés complètement. Le bébé n'a pas pu prendre
les seins, elle n'a pas pu continuer l'allaitement, mais elle a continué les soins jusqu'à ce qu'on a fait une ablation du sein. Et elle a continué, il faut dire qu'elle est très très forte et puis elle partage, c'est qu'elle veut écouter tout le monde, elle veut être sauvée. Effectivement, elle a été sauvée, mais voilà maintenant qu'on est encore avec le cancer de l'utérus, c'est passé et elle est toujours là, on ne sait pas ce qui viendra à la suite. Oh là là, on va prier vraiment qu'il n'y a plus rien. Parce que ça ne va pas être facile là, de survivre au cancer du sein et du cancer de l'utérus. Vraiment que nos bonnes intentions l'accompagnent. Une question pour Madame Adjovi. Je voudrais savoir, est-ce que c'est le cancer de sein qui a entraîné ensuite le cancer de l'utérus? Alors, j'avoue, je ne suis pas médecin. On va peut-être laisser les médecins répondre à ça. Serait mieux placé que moi, mais je voudrais préciser que la dame dont nous parlions tout à l'heure, par exemple, pourquoi elle souffrait autant, comme Patricia le disait tout à l'heure, pourquoi elle souffrait à ce point? C'est parce qu'elle était à un stade où elle avait 4 cancers. Elle avait le cancer des seins, elle avait le cancer du cerveau, elle avait le cancer du sang et un 4e cancer, quelque chose, je ne sais plus trop. Donc en fait, c'est ça qu'on appelle dans le même corps. C'est ce qu'on appelle la phase de métastase. En fait, le cancer s'est propagé à tous les autres organes en plus de ça. Et je pense que c'est peut-être un peu le cas. Lorsque celle-ci a subi l'ablation et que ça s'est abaissé, le cancer était déjà allé vers peut-être l'utérus. Et maintenant, entre l'espace, il s'est développé et là, vous avez remarqué. Donc, comme le journaliste dit, je pense qu'on va prier, vraiment prier pour que... Parce que il y a des manifestations du cancer du sein qui ressemblent bien à celles de l'endométriose. Voilà. Une pathologie dont on va parler bientôt sur ce plateau. Voilà. Sa question, est-ce que le cancer du sein a causé le cancer de l'utérus ou bien les deux sont apparus peut-être de façon indépendante? Je crois que les deux sont apparus de façon indépendante. Mais néanmoins, il peut y avoir des métastases, mais pas au niveau de l'utérus. Au niveau de l'eau, des os, des poumons, du cerveau. Mais je crois que le cancer de l'utérus s'est installé, le foie aussi, merci. Le cancer de l'utérus s'est installé en même temps ou bien après le cancer de sein. D'accord. Oui, Fortune? Ma dernière question, c'est de savoir, j'entends parler, on dit, quand on allait plus, c'est-à-dire quand une maman a plus de maternité, elle est un peu écartée, elle a de fortes chances de ne pas avoir de cancer du sein. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. L'allaitement maternel exclusif favorise, bon, quand je peux dire, c'est un moyen de lutte contre le cancer de sein en fait. La prévention, c'est une prévention contre le cancer de sein. Donc, il faut privilégier l'allaitement que les biberons. À notre ère, là, beaucoup de jeunes filles, nous autres là. Vous n'avez voulu pas allaiter les enfants? Elle veut garder les seins de beaucoup papa. Donc, nous autres là. Alors que quand le cancer se vient, c'est vraiment qu'il va dépenser, vous soyez. Et pas fuir. Oui, il y en a qui fuient. Alors, je voudrais quand même, oui, on va continuer dans notre discussion, puisqu'on demande de faire la palpation, d'être dans les mesures préventives. Je ne sais pas pourquoi un tel message a du mal à passer. Ça me paraît extrêmement banal. Ça doit pouvoir se faire. Mais il y en a qui ne le font pas et attendent d'abord que la maladie survienne avant de commencer à courir. Je voudrais que vous nous montriez aujourd'hui sur ce plateau comment il faut faire la palpation. Parce que malgré tout, il y a des gens, moi j'en connais, qui ne savent pas, qui demandent comment on fait la palpation. Ça doit être des gestes simples au quotidien. J'ai entendu Mme Patricia dire, elle le fait régulièrement désormais, oui, parce qu'elle est exposée, elle est un sujet à risque. Voilà. Mais alors, on va faire une démonstration. C'est pourquoi je me suis débrouillé pour trouver un mannequin sur ce plateau. Dr Dorian va nous offrir une démo avec justement l'aide de Jocelyn. Alors, c'est ça, voilà, c'est à ma gauche, le mannequin là. Je vais acheter quelque chose avant. Allez-y. Vous parlez en vous se déplaçant, c'est pas grave. La palpation, c'est lorsque je palpe. Oui. Maintenant, ce que je vais montrer là, c'est l'autopalpation. D'accord, ok. D'accord. Donc, il y a une différence entre l'autopalpation et la palpation. L'auto, c'est quand on le fait soi-même. Et la palpation, c'est quand on le fait, voilà. On le fait faire par autrui, voilà. Je palpe. Ok. Quand je veux le faire seul, je m'auto-palpe. Voilà. Bon, vous savez. Allez-y. Oui. Au niveau des seins, nous avons 4 cadres. Tu veux un stylo? Oui. Au niveau des seins, nous avons 4 cadres. Le premier cadre, le second, le troisième et le quatrième. Quand on tape un sein, pour l'examen,
il y a d'abord l'inspection, on doit regarder. Avant de pouvoir contacter une personne, souvent pour les femmes, s'il vous plaît, mettez-vous devant un miroir. Ou bien regardez, inspectez les seins. Vous regardez vos seins, si ça a changé de couleur, ou bien simple, ulcéré, inflammé, ou le mamelon a changé de c'est déformé. Après avoir inspecté vos seins, vous commencez cadre par cadre. Le premier, le second, le troisième et le quatrième. Avec votre pomme de main, vous partez. Vous partez. Avec votre pomme de main, vous partez. Les 4 cadres. Vous les partez. Et à la fin de la partie, les 4 cadres, vous pressez le mamelon. Donc, pressez le mamelon, vous allez compter s'il y a écoulement du liquide ou du sang. Après avoir pressé le mamelon, vous venez au niveau de votre aisselle. Vous partez aussi des aisselles pour voir s'il n'y a pas de gangrène, une inflammation, des bouts au niveau des aisselles. Vous partez des aisselles. Mais comme vous le faites seul, je vous recommande de mettre la main au-dessus de la tête pour avoir plus, pouvoir bien palper les os. D'accord? La main au-dessus de la tête. Et comme vous arrivez sur le sein, vous placez aussi la main du sein palpée au niveau de la tête pour pouvoir mieux palper. J'observe que mon mannequin n'est pas vraiment le plus indiqué, ça n'a déjà pas de bout de sein pour vous permettre. Oui, le mamelon, enfin ça n'a pas de mamelon pour vous permettre de bien faire l'exercice. Alors, ça c'est l'autopalpation. Mais je voudrais qu'on fasse aussi une démo de palpation. Est-ce qu'il y a des candidats sur le plateau qui veulent bien se prêter au jeu pour bien montrer voilà, aux téléspectateurs comment cela doit se faire. Des candidats, ou bien je peux désigner, moi ils en font pas. Je vois des jeunes dames qui ne sont pas courageux ici. Merci, madame. Non, on va ça peut le faire quand même. Voilà. On place la main comme ça. La palper. Vous allez en profondeur. Vous venez par la palper. Vous allez en profondeur. Vous allez tout en profondeur. Et à la fin, le mamelon, vous pressez le mamelon. Après, là, palpez les aisselles, sur les aisselles, là, pour ça, pour voir s'il n'y a pas de moldure, de petites boules, là. Après, là, vous baissez votre bras, vous ramenez ce bras-là, et vous répétez le même chemin. On peut faire on peut faire Elle doit bien palper. Tout en profondeur, vous allez tout en profondeur de la tête, vous baissez le mamelon. Pas aussi les aisselles. Souvent, il va avoir l'absence de nodules au niveau des aisselles, mais la présence de nodules sur les aisselles. Là aussi, il faut consulter. C'est les gangrènes. Voilà, c'est ça. Au moins, consulter en fait. Peut-être un ganglion, ce sont en fait des microbes, un moyen de défense de l'organisme en fait. Mais pourquoi le ganglion est là si vous n'avez pas de plaie au niveau de la main, quelque part? Ce ganglion est là parce qu'il veut défendre l'organisme contre quelque chose. Et contre quoi alors? Donc rapprochez-vous de la zone de santé, sage-femme, gynécologue, médecin généraliste, pour qu'elle puisse examiner. Si au niveau de l'examen physique, on ne trouve rien, on peut demander un bilan. C'est ça. Merci. J'ai une question si vous... J'avoue que j'aurais voulu une jeune dame plus jeune. Oui, parce qu'apparemment, elles aussi elles sont exposées. Et ça va mieux donner le spectacle. Je ne suis pas en train de dire que Madame, j'ai oublié le nom déjà. Karima, merci, hein, merci beaucoup. Très bien. Et vous n'aurez jamais le cancer du sein. Vous voulez aussi palper? Non, il y a quelqu'un. D'accord. Oui, un instant, oui. Alors, je voulais revenir sur une chose que vous aviez, une question que vous aviez posée. Pourquoi les gens majoritairement ne pratiquent pas l'autopalpation? Vous savez, force est de constater que on a l'impression que le cancer du sein s'arrête qu'en octobre. Ouais. C'est-à-dire que c'est un mois dédié, voilà, Pink October, voilà, on est dans l'euphorie, on est dans l'effervescence, on en parle. Mais après, majoritairement, plus rien. Mais la maladie, c'est-à-dire le patient là, qui est détecté, qui souffre de cette maladie, ne souffre pas qu'en octobre. Donc les gens n'arrivent pas à comprendre que
il faut le faire régulièrement parce que ce n'est pas qu'en octobre qu'on est malade. Oui. Vous voyez un peu. Donc, lorsqu'on veut sensibiliser, il faut laisser un peu la manière classique de sensibiliser. Il faut leur montrer que voilà, si vous ne le faites pas là, voilà comment ça se passe. Parce qu'il y en a qui ne s'en souviennent qu'en octobre parce que voilà. Via la télé, sur les réseaux sociaux. Exactement. C'est fini. Et donc, comme Madame Hermione, via l'ONG Matayara, elle, en fait, elle va rappeler cela aux gens de temps en temps. De petits rappels, c'est pas mal. Voilà. C'est vraiment utile. Vous voulez... Oui, allez-y. Merci bien. Il faut quand même une voix masculine dans ce débat. Enfin. Bien sûr. Il parlait de ça. D'abord, est-ce que vous palpez votre copine? Le micro à la bouche. C'est très important. Ça, c'est très important. Non, la réponse à ma question, c'est oui ou non? C'est très important. C'est pour dire que je le fais et bien même. Ah, d'accord. Je n'ai vraiment pas le choix parce que je suis aussi un tout petit peu dans les SSR et tout. Et chaque fois et toutes les fois, nous avons des formations, des suites que nous recevons. Et nous c'est services sociaux de reproduction, c'est ça, de santé sexuelle et reproduction. Et de reproduction, ok. Donc, nous discutons également avec des jeunes comme nous. Ma question est celle-ci. Quand on parle souvent de cancer du sein, il y a de ces jeunes-là qui ont des bébés, mais qui regrettent l'avoir. Parce qu'on leur a juste dit, faire un enfant, quand tu vas commencer à allaiter l'enfant, ça va diminuer le mal que tu as. Déjà, le mal est là. Ce n'est pas pour prévenir le mal, non. Mais quand elles font l'enfant, c'est là qu'elles se rendent compte, en fait, qu'elles ne peuvent même pas allaiter l'enfant pour que le mal puisse cesser. Je voudrais demander si c'est vraiment un moyen pour calmer ce mal-là, ou bien, parce que ce qui est vrai, c'est que les jeunes en abusent. Quand tu souffres de ça, au lieu de t'orienter, on te dit, fais tout possible, trouve quelqu'un, il te fait ça rapidement, c'est vite fait. Après ça, la jeune fille, c'est elle qui souffre, parce qu'elle a l'enfant. Non, mais je crois que ça rejoint l'expérience que Mme Karimatou a raconté tout à l'heure. Il y a beaucoup de conseils et surtout on vous demande de faire un enfant et l'allaitement va vous soulager, et quand on finit justement de procréer, on constate qu'on n'est pas soulagé, la patiente n'est pas soulagée, au contraire, on ne peut même pas, elle n'arrive pas à allaiter son bébé. Alors c'est docteur sur le plateau. Oui, souvent le cancer de sein est hormonodépendant. Donc quand on tombe enceinte, les hormones de grossesse, les hormones de grossesse sont là. Et ça va, le cancer va encore évoluer de plus belle et rapidement en fait. Donc, et pourquoi on conseille aux gens justement de faire un enfant? Est erroné. Vous savez, on va droit dans le mur en fait. Voilà. Merci donc bien. Écoutez très bien les conseils, ceux qui vous conseillent de faire un enfant pour soulager les douleurs du cancer du sein, ne les écoutez pas. Ce ne sont pas de bons conseils. Voilà. Alors, on va évoluer, chers amis, sur ce plateau et aussi nos deux dames au bout de fil depuis la Martinique. J'ai invité, je vous l'ai dit, un artiste sur ce plateau. Il est là pour justement également parler du cancer du sein, puisque justement, il chante. Il chante le cancer du sein, il sensibilise à travers son génie, son talent, les femmes, à se prémunir, à prévenir cette maladie. Il s'agit de Stanislas Minyawande, alias Sengagan. Bonsoir, cher ami. Bonsoir, monsieur le journaliste. D'abord, pourquoi ce choix? Pourquoi avoir choisi de chanter le cancer du sein? Ou bien c'est juste une initiative isolée, c'est venu comme ça, pour accompagner Octobre Rose? Non, ce n'est pas le cas. Et tout d'abord, je suis un guide de tourisme et dans mes parcours, surtout dans le domaine d'aider des visiteurs, des associations à aider les femmes, surtout celles-là qui souffrent du cancer. J'ai eu à découvrir que il y avait des femmes qui n'avaient pas le sein. Oui, pendant votre et c'était femmes qui n'avaient pas de sein parce qu'ayant souffert du cancer du sein. Ayant souffert du cancer du sein, et c'était compliqué pour moi. Et c'est la même chose que je suis en train de vivre ici en écoutant tous les témoignages. Donc je me sens mal. Et j'invite les femmes
à s'exprimer. Je les invite à se faire consulter. Voilà. Et cette exhortation, vous la faites dans votre chanson, qu'on va d'ailleurs découvrir si le réalisateur était en parfaite harmonie avec moi. On va écouter Segaga dans son morceau dédié au cancer de sein. Vous pouvez vous lever pour interpréter. Voilà. Azonde piloto venum pawe, mama le poison ya we. E mati me kanti yo me, mikuna moto na tenwo. E newe sombo hansi no se gaga kwendo mambu hibato tombo mo. Mwe kadali ne mpoe, na time mi wado to. Azon e kansa de sen olo emite, mama tele. Azon e kansa de sen olo emite, nandi non le. Edo tanta mendo, ukwe patongo to, mindo nano kweje nene mi konekon. Edo tanta mendo. Merci au ministre de la Santé, Benjamin Moupati. Nous doué ma sopile. Par rapport à ministre Noudoumé. À ministre Noudoumé. Oui, mais tout quand tu Association Rayon de Soleil, Bretagne, Bénin. Le cancer de sein est une maladie héréditaire. Le stress est facteur de risque pour le cancer. L'obésité est facteur de risque pour le cancer. L'alcoolisme est facteur de risque pour le cancer. Monopole de tabagisme est facteur de risque pour le cancer. Maman les vénère ma ouais mini joto. Ni joto la même mito la ni tono kandi. Madame Ori Ambroisine, née des travaux. Papa le va ito me mango. Maman ni manon le noupo. Nel nectar. Ewaya bozozo debi owento melo. Mama ni mano le numpo. Balavo ni mi wa ipa membogo. Ite pombo non podo anolopon. À toutes les femmes du monde entier. Se gaganja o vive dogbe. Comment prévenir ou vite détecter le cancer du sein? Autopalpation du sein dès le jeune âge. Maman le yerite gbogbo podo anolopon. Échographie mammaire systématique à partir de 35 ans. Yeri jale bombasi do poro pero pome. Se faire opérer le plus tôt pour tous nos nodules du sein. Yeri pipoye. Papa ni pipon anombo. Yeni pipon atukala yeni pipon anombo. PDG de luxe, Monsieur Octave. Papa ni pipon anombo. Pipon, c'est kakano yeni pipon. Yeni pipon bo bakun. Pipon, c'est kakano yeni pipon. Maman ni jẹun yeni pipon. Pipon, c'est kakano yeni pipon. Papa ni pipon bo bakun. Pipon, c'est kakano yeni pipon. Yeni zezo numena papa ni. Pipon, c'est kakano yeni pipon. Yeni zezo numena tonton ni. Pipon, c'est kakano yeni pipon. Papa ni pipon bo bakun. Pipon, c'est kakano yeni pipon. Javi kan ni pipon bo de queen. Pipon, c'est
kún àjájá mẹ́rẹ́ ní gbìngbọ̀n bó bá kún ṣe gángan dọ̀ yẹn ní gbìngbọ̀n bó bá kún ṣe gángan dọ̀ yìí ló bínú. Merci beaucoup. Il faut dégrainer avant de manger. C'est une manière de dédramatiser un peu le cancer du sein. Oui, oui. Merci beaucoup. C'est encore que c'est par ces moyens-là que les messages de sensibilisation passent et sont le plus efficaces possible. Oui. Hein? Vous en doutez? Bon, enfin, c'est ce que je pense. C'est efficace. Oui. Alors, on va recevoir un autre artiste. Oh, non, je viens. On va finir avec Segangan. Roméo, ne soyez pas pressé. Alors, en dehors de sensibiliser sur le cancer du sein, est-ce que Segangan est un artiste vraiment qui a une carrière en bonne et due forme, ou bien c'est juste un guide touristique qui a voulu faire une incursion dans ce domaine-là pour mieux sensibiliser? Non, je suis dans un orchestre depuis 2010. J'ai démarré par la chorale Saint-Charles-Ouanga de l'église catholique Saint-Pierre-Paul de Ganvier. Donc, je suis un artiste, j'ai un orchestre et voilà. Donc, Vous avez un fan ici déjà, vous savez. Merci beaucoup. J'ai lancé mon premier album. J'ai lancé mon premier album le 10 décembre dernier, oui. Un album de 6 titres. Et je suis en train de faire des projections sur cancer du sein. Ah d'accord. Oui. Ah oui. Cancer du sein. Il aime beaucoup les femmes et il milite vraiment pour leur bien-être. Voilà. Il aime pousser les airs. Ben, j'invite, c'est une question d'adulte aussi, le fait de sucer les seins. Ce n'est pas pour les enfants. Je n'invite pas les jeunes à aller vers non. Non, pas les enfants. Les jeunes filles, l'autopalpation, c'est déjà pour les jeunes filles. Les jeunes filles font l'autopalpation. Donc, faut pas. Les adultes font la palpation. On ne peut pas dire qu'il n'a pas le sens de la répartie. Merci beaucoup. C'est clair en tout cas. Merci beaucoup. C'est grand merci de passer sur ce plateau. On va recevoir un autre artiste. Nous avons aussi un artiste dans cette émission. C'est une vedette des réseaux sociaux, Roméo Aklozo, d'Antique Télé. Bonsoir Roméo. Bonsoir André. Oui, désolé, Roméo me tient compagnie pour animer sa rubrique. Vous savez, il fait tout ce qui lui plaît, tout ce qu'il veut. Tous les coups lui sont permis sur ce plateau. Alors, qu'est-ce que vous avez réservé pour nous dans votre rubrique aujourd'hui, Roméo? André Minapigon. Hein? Encore. Ça veut dire quoi? C'est le titre d'un article. En tout cas, c'est Ouest Afrique, Ouest France plutôt, tu vois. Ah oui, voilà. Qui fait une publication. Pas le contenu de la chanson de Segangan. Le titre, c'est bientôt une simple prise de sang pour détecter un cancer du sein grâce à une chercheuse bretonne. Dépister un cancer du sein à partir d'une simple prise de sang, c'est la promesse sur laquelle travaille Charlotte Poudron, chercheuse au laboratoire ICET de Rennes. Aujourd'hui, pour diagnostiquer un cancer, on réalise une biopsie de la tumeur pour le caractériser et adapter au mieux le traitement. Or, c'est là que la génétique et l'épigénétique entrent en jeu. À partir d'une prise de sang bien moins invasive que le prélèvement de tissu, on peut avoir accès au matériel tumoral sous la forme de fragments d'ADN qui circulent dans le sang. Voilà un peu de quoi parle le test. C'est compliqué, hein, tout ce que j'ai entendu des expressions extraordinaires qui ne sont pas à notre portée. Alors, il y a eu des réactions? Bien sûr. Nicole Sibi, super de savoir qu'il pourrait ne plus nous écraser les seins. Ah, voilà quelqu'un qui ne doit pas aimer la palpation. Solveig Papose. Oh ok oui, je dois prendre rendez-vous et à chaque fois, c'est biopsie. J'en ai ras le bol. Surtout quand on tombe sur un boucher. Les mecs, il y a des mecs délicats. Hein? Il faut avoir un toucher délicat. Voilà, ça me plaît. Louis Liliane, ce serait une véritable avancée. Surtout actuellement où parfois il faut plus de 6 mois pour avoir un rendez-vous pour une mammographie de contrôle. Luce Garceau,
Certains radiologues ou manipulateurs radio ne savent pas faire une mammographie sans nous faire très mal. C'est bien de le dire. Nanou, il était temps parce que cette machine à torture, c'est plus possible. Christine Juhel, mammographie, échographie du sein n'ont pas permis de voir que j'avais un cancer du sein. Comme j'avais un problème au poumon, j'ai passé un scanner qui a permis de voir un souci. Donc biopsie du sein et patatras. Si une prise de sang peut révolutionner tout ça, mais c'est une superbe avancée. Car tout sinon rien. Super, car trop douloureux les écrans sains. J'ai eu un gros bleu pendant 2 semaines tellement que j'ai eu mal de la maltraitance gratuite. Carole Joubert, bravo à cette chercheuse. Une superbe découverte pour toutes les femmes. Monique Esther, très intéressant. Attendons de voir les résultats, mais pour les femmes, cela sera plus agréable que la radio, même si cela est beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Bon, il faut le faire, c'est important. Karine Behag, les radiologues vont faire la gueule. Et enfin, Nat Robin, ce serait génial car hormis la douleur physique de cet examen, moi je refuse de me faire irradier tous les 2 ans. Car quoi qu'il en dise, c'est mauvais pour la santé. Voilà un peu les commentaires. Alors, j'ai noté que la cible, là, le public, c'est plutôt un public occidental. Oui, français. Quand ça parle de bleu sur les seins, ce n'est pas nos sœurs africaines. Mais généralement, elles ne vont pas aimer la palpation. C'est ce que je constate, oui, avec les commentaires. Bon, ce n'est pas le cas des nôtres ici, donc on peut continuer. Alors, des vidéos pour nous, Robert Clozo. Des vidéos piochées sur TikTok. On va y aller avec la réalisation. Le cancer du sein, il n'est pas guéri en 5 ans, c'est pas vrai. Il n'est pas guéri en 10 ans, c'est pas vrai. Pour signer la guérison définitive, il faut attendre la 27e année. 27e année. Mais ça, on ne le dit pas. Pourquoi ? Parce que si vous arrivez à 5 ans, on vous dit ça y est, maintenant c'est fini, la Sécu ne vous prend plus en charge. Vous n'avez plus besoin d'être surveillé. Et puis quand ça revient, évidemment, on repart à zéro chaque fois. On repart à zéro. Parce que c'est à partir du moment où même vous auriez une récidive, eh bien vous repassez à 27 ans d'attente. Alors j'étais en vacances sous la douche et en me douchant et en passant ma main sur la poitrine, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, quelque chose qui était assez dur. C'était pas douloureux ou quoi que ce soit, mais c'était tellement dur que je sentais quelque chose qui passait de l'aisselle jusqu'à mon téton en fait. Si vous voulez, je me parle depuis que j'ai 15 ans et là pour le coup j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était bizarre. 3 jours plus tard, je suis partie chez le gynéco qui m'a il m'a pas pris au sérieux au début parce que j'étais chez lui 2 mois plus tôt, tout allait très bien. Je suis assez jeune, j'ai pas d'antécédents familiaux, donc pour lui c'était rien, mais moi je connais mon corps et j'ai quand même poussé pour avoir des examens en plus qu'il a fait. Du coup, à la suite de ça, il m'a fait une échographie et l'échographie tout de suite a révélé qu'il y avait des calcifications, des microcalcifications dans mon sein. Donc j'ai eu une microbiopsie et une macrobiopsie dans mon sein gauche et mon sein droit. 3 semaines plus tard, j'ai eu les résultats. Dans le sein gauche, tout allait bien, mais malheureusement, dans le sein droit, ça a été confirmé, un cancer du sein de stade 2. Je venais à peine d'avoir 30 ans à l'époque, mais on m'a enlevé le sein droit. J'ai eu la conservation des ovocytes, de la chimiothérapie, de la radiothérapie et plusieurs chirurgies pour reconstruire mon sein. Et l'année prochaine, j'ai ma dernière chirurgie pour reconstruire mon téton. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. On évolue. Merci Roméo pour cette sélection. Mais vous me dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du cancer du sein? Vous avez entendu des témoignages poignants sur ce plateau, et même nos amis depuis la matinée. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un mal qui défraie la chronique. Et je ne sais pas. Vous avez des proches qui en ont souffert? Des amis, des connaissances? Non, pas vraiment. Seulement que je suis Madame Miona Djovi qui est dans cette lutte. Je la suis sur les réseaux sociaux. Elle fait de très bonnes choses dans ce sens et elle est encouragée. Voilà. Merci Roméo. Et continuez également d'en faire, vous aussi, pour aider nos sœurs, nos mamans. Vous également. Vous également. Oui, je fais déjà ma part du boulot en consacrant un numéro de Grand Canal à Octobre Rose ou bien. Mais c'est une quête permanente, il faut continuer à sensibiliser.
jusqu'à atteindre la dernière jeune fille possible du pays. D'accord. Merci Roméo Aklozo. On va finir cette discussion en parlant, docteur Dorian, docteur Palité, de la prise en charge. Apparemment, ce n'est pas évident ici chez nous. Déjà, le traitement. Dans les vidéos sélectionnées par Roméo Aklozo, j'ai entendu un intervenant parler de la prise en charge, ça doit être en France, puisqu'il parle de la Sécu. Apparemment, au bout de 5 ans, vous ne bénéficiez plus de l'accompagnement de l'État, alors qu'il estime qu'il faut attendre jusqu'à 27 ans pour considérer que l'on est vraiment guéri du cancer de sein. Docteur Dorian. Le cancer de sein, le traitement du cancer, la prise en charge est vraiment très coûteuse sous nos cieux. En plus, nous n'avons pas de sécurité sociale comme en Europe. Oui. C'est pris en charge par l'État. Mais là, c'est avec les propres fonds du patient, du malade. Donc du coup, nous jetons. En fait, nous sommes devant plusieurs retards. Nous avons un premier retard. Nous avons un retard de prise de décision. Donc, la patiente constate qu'elle a des nodules. Elle veut bien consulter, mais elle se dit, je n'ai pas d'argent. Arriver là-bas, il faut payer consultation. Oui. Bilan. Je vais attendre, je vais économiser. Le temps qu'elle va attendre, la maladie se développe. Oui. Et quand ça va dégénérer, elle va arriver sur place. Sur place, alors, quand tu arrives sur place, même si on va faire te prendre en charge, tu dois donner de l'argent à l'hôpital. Ça, on le sait, on arrive à l'hôpital, on le sait en charge. Non, on te prescrit des choses, tu vas acheter. Quand tu vas acheter, si tu n'as pas tout acheté, on te dit, achète tout et ramène. Ça, c'est un deuxième retard. Est-ce qu'il y a un accompagnement, par exemple, de l'État par rapport au traitement du cancer de sein? Là, je vais laisser à Mme Adjouri, elle va répondre sur ce point-là. Pourquoi? Elle n'est pas de l'État, elle aussi. Elle est au contraire présidente d'une organisation non gouvernementale. Oui, elle est présidente, non, mais elle est mieux placée pour en répondre. Oui, moi, je veux parler de ce qui est ici. Oui. Donc, or, le traitement est pluridisciplinaire. Vous comprenez? Il y a plusieurs cas. Par exemple, si moi, un médecin généraliste, je reçois un malade aujourd'hui, je constate que le malade a des nodules, je vais envoyer vers un gynécologue ou bien je vais demander une mammographie ou une échographie selon l'âge de la patiente. Et après, sur là, quand j'aurai des résultats, soit je vais envoyer auprès du chirurgien pour faire une biopsie. Pour qu'on l'envoie à la NAPAT. La NAPAT va décider, va voir si c'est bénin ou c'est malin. Mais malgré ça aussi, tout à l'heure, Madame Bonieri a dit pour elle, chez elle c'était bénin. Et après c'est compliqué, ça c'est allé en malignité. Donc du coup par là aussi on ne sont pas protégés aussi. Donc après la biopsie, on verra si c'est malin. Tout dépendant de la tumeur, on va pouvoir choisir parmi le traitement. S'il faut faire une chimiothérapie, s'il faut faire une radiothérapie, ça ne se fait pas ici au Bénin. S'il faut faire une hormonothérapie. Il y a trop de thérapies. Hein. Il y a aussi une thérapie ciblée. Donc, il y a plusieurs thérapies. Il y a plusieurs traitements en fait. À part ça, il faut une psychothérapie. Parce que comme on l'a dit ici, psychologiquement, on est touché, on a atteint. Oui. Psychologiquement, un instant. On est touché. Donc, il faut un psychologue pour pouvoir prendre en charge le patient. Après cela, avec la chimiothérapie, la nutrition devient, avec le traitement, la nutrition devient compliquée. Donc, il faut un nutritionniste pour prendre en charge. Oui, parce que là, on ne peut pas tout manger. Il faut contrôler son... Parfois, tu peux même tout... Parfois, il arrive que tu peux tout manger, mais tu n'as pas l'appétit. Ah, d'accord. Il y a des nutritionnistes qui connaissent des bouillies, mélanger telle chose à telle chose pour avoir plus de protéines. Donc, tu peux manger certains légumes qui peuvent te donner plus de protéines qu'en mangeant telle chose. Okay. Vous comprenez un peu? Même s'alimenter va devenir encore un problème. Donc, il y a une question dans le public. Merci beaucoup. Moi, c'est Fawaz Salifou. Ma mère a décédé du cancer du sein aussi. Ah, d'accord. Je ne voulais pas en parler. Nous sommes navrés. Hein. Comme les gens l'ont dit ici, c'est quelque chose qui est difficile à supporter. Mais moi, j'ai une question. La prise en charge, elle est très coûteuse parce que je l'ai vécu et je sais comment les choses se sont passées financièrement parlant. Mais il y a une question qui me dérange. Je vais même dire que j'accusais ma mère de faire des erreurs ou bien de ne pas prendre cette partie-là au sérieux. Moi, j'ai remarqué
lorsqu'elle était en train de souffrir de cette maladie, d'abord ça quittait le sein, parce qu'ils ont coupé le sein, l'ablation, et après c'est revenu ici, au niveau des seins. Et c'est ça qui l'a en fait tué en fait. Maintenant, quand elle avait cette maladie-là, au niveau des seins, elle est venue au village. Elle est venue au village et le constat que nous avons fait, c'est qu'elle a reçu les traitements d'un à la bouche. Oui, elle a reçu le traitement par un tradithérapeute et ça marchait. En tout cas, c'est ce que nous avons remarqué. Ça marchait jusqu'à elle a repris les forces et elle est revenue encore en ville pour reprendre son business. Ce que je voulais demander, est-ce que, parce que j'ai entendu les gens dire ici qu'il ne faut pas aller vers les traditions, quand il y a ça, il faut aller à l'hôpital et tout ça, là, alors qu'on sait que l'hôpital, ça coûte cher. Est-ce que les tradithérapeutes ne peuvent pas aussi soigner ces gens de maladies? C'est ma question. Est-ce qu'il n'y a pas de solutions endogènes ici? Voilà, Il n'y a pas de solutions Merci beaucoup. Chez nous, les médecins, docteurs. Vous savez, la médecine et comment je peux appeler ça? Le traitement médical, La médecine moderne et la médecine traditionnelle. Oui. On n'aime pas trop mélanger. Ça, c'est premièrement. On n'aime pas trop mélanger. On demande aux malades de commencer par l'hôpital parce que quand vous arrivez chez le Bokono, chez le féticheur ou bien chez le tradithérapeute, ça dégénère souvent. Et souvent, on reçoit des malades avec des seins pourris. Même médecins, on n'arrive pas à respirer. Quand on voit la malade, on fuit. Ça, c'est la vérité. On ne va pas se cacher. Dès que le malade arrive à la porte, on se cache le visage, on fuit d'abord. Parce que le sein est pourri, le sein est décomposé. Là, elle va te dire qu'elle a passé son temps chez le Bocon. On peut commencer avec la médecine moderne. Si vous n'avez pas de solution, vous pouvez partir à la médecine traditionnelle. Ça, c'est ce que moi je dis. Mais moi, je préfère commencer avec la modernité et finir avec la tradition que de commencer avec la tradition et revenir. On ne va pas faire un procès de la médecine traditionnelle. On va pas. De toute façon, on retiendra que quand vous avez des ennuis, vous sentez des menaces, allez à l'hôpital. Quand vous avez des alertes, allez voir un médecin. Et puis on verra. Et il peut arriver que la médecine moderne ne trouve pas de solution et que vous la trouviez dans la médecine traditionnelle. Moi-même, j'en ai fait l'expérience. J'ai séjourné à l'hôpital, plus tard c'est dans la médecine traditionnelle que j'ai eu mon salut. Voilà, ça dépend des pathologies aussi. Vous commencez ici. En plus, le cancer du sein n'est pas encore totalement bien maîtrisé pour qu'on puisse dire de façon formelle que voilà, la médecine traditionnelle ou la médecine moderne peut aider à le guérir. Vous ressentez un mal, venez à l'hôpital d'abord. D'accord. Ok, sur la prise en charge, docteur Cynthia Apaliti, vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que concrètement au Bénin, il existe des soins en bonne et due forme qui peuvent guérir des patientes de cancer du sein? Oui, moi je dirais qu'au Bénin, il existe des soins qui peuvent guérir les patients du cancer du sein. Il y a des patients qui guérissent. Au Bénin? Oui. Ah, d'accord. Vous en connaissez aussi, Mion? Non. Moi, je n'en connais pas. D'accord. J'ai entendu un autre nom là-bas. Votre maman a été soignée au Bénin quand même? On n'a pas été soigné au Bénin? D'accord. Ils souvent sont allés faire des chimios à l'extérieur. Ok, d'accord. Renaud, oui? Oui, si la réalisation pouvait nous passer une vidéo de Maître Bobos qui parlait de la guérison au Bénin. Oui. Il y a une dans vidéo, la série des vidéos TikTok. Est-ce que Augustin peut nous permettre de suivre la vidéo dont parle Roméo Acloso? Bonjour, bonsoir, chers amis, chers frères, chers parents. Ici, c'est Sylvain Adoho, alias Maître Bobos, consultant spirituel, phytothérapeute, prêtre du Fa, prêtre du Vaudou. Je viens vers vous pour peut-être tirer votre attention sur une maladie qui peut-être fait peur. On a dit qu'on ne peut la guérir, mais je tiens à vous dire, il n'y a pas de maladie sans remède. Parce que nous vivons dans un monde infiniment illimité en matière d'intelligence. Nous sommes dans un champ quantique où tout ce qui est à son contraire. La vie a la naissance et la naissance et la mort. Le mal et le bien, tout ça là existe. Alors, pour guérir la maladie que vous appelez cancer, pour ceux qui ont de cancer de sein, de l'utérus, de gorge, de prostate et autres, tentez ceci s'il vous plaît. Je dis bien tentez ceci.
vous n'avez pas à tuer un animal, vous n'avez pas à mettre du rouge, vous n'avez pas peut-être, quoi qu'en soit votre foi religieuse, tenter ceci. Allez prendre les racines d'un manguier, l'écorce du même manguier, pas d'un autre manguier, les feuilles vertes du même manguier, plus les racines de papayer mâle. Les papayers mâles sont des papayers qui ne donnent pas très tôt de papaye ou ne donnent jamais de papaye. Mettez le tout ensemble dans une casserole, mettez de l'eau dessus, chauffez à 90 degrés au plus à 5 minutes. C'est-à-dire, ça commence à bouillir et jusqu'à 90 degrés, vous laissez refroidir, vous filtrez ça dans votre thermos et vous buvez ça comme de l'eau. C'est comme si on vous donne de l'argent pour que vous puissiez boire ça. Vous allez comprendre que les cellules mortes qui en réalité avaient laissé leur souche à un moment donné et qui sont censées ne pas se reconstituer, va commencer par produire leur propre énergie vitale et se relancer. Et dans le relancement, soit la cellule meurt et se fait remplacer par une autre, ou bien la cellule est vivante. Mais si la cellule meurt et n'arrive pas à se régénérer, c'est là, les bourgeons commencent par nous créer des ennuis et on parle de prostate de tel ou tel niveau de son corps. Si vous faites ce que je dis, cette tisane à un moment donné va redonner vie aux particules formant cette cellule, va redonner vie à tout ce qui est cellules malades de votre corps ou les cellules anormales afin que vous puissiez dominer tout ce qui est maladie. Faites-le. On va finir cette émission avec vous, chers médecins sur ce plateau, Cynthia Paleté, Dr Dorian, Mion Ayovi. Un dernier message de sensibilisation à l'endroit des femmes, de la communauté tout entière. On va commencer par vous, Madame Cynthia, Dr Cynthia Paleté. Ok, merci. Bon, le cancer du sein est une réalité, donc il est vraiment très important de faire l'autopalpation tous les mois et surtout de consulter un médecin au moins une fois par an pour s'assurer que tout va bien. Dr Dorian. Le cancer du sein est une maladie très dangereuse. Très dangereuse, mais non contagieuse. Donc du coup, chères sœurs, chères mères, prenons nos dispositions. Continuons pour celles qui le font déjà et commençons à le faire pour celles qui n'ont pas encore débuté à faire l'autopalpation. C'est vraiment très important. Ça va nous protéger de beaucoup de choses. Parce que la prise en charge est très coûteuse et c'est mieux de la prévenir que de guérir. Merci. Merci. Patricia, un petit dernier mot. Je dirais déjà. Ah, d'accord. Je dirais déjà qu'il n'y a pas de prise en charge en fait par, je dirais, l'État béninois pour le moment. C'est vrai, à l'horizon peut-être dans 10 ans ou 20 ans, qui sait, il y aura peut-être ça. Mais pour le moment, il faut comprendre que c'est coûteux. Et comme le docteur Dorian l'a dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc moi, je dirais que pour des personnes qui ont déjà eu des antécédents en fait de cancer du sein dans leur famille, il faut s'auto-palper tout le temps et dès qu'on ressent un petit problème, il faut aller à l'hôpital. Donc il ne faudrait pas laisser la maladie se propager. Voilà. Parole de fille d'une victime de cancer de sein. Merci pour le message. Et il y a une dame qui a enfin eu l'appétit. Elle a envie de dire un mot avant la fin de cette émission. On vous écoute. À la Faouziat. Ce que j'aimerais proposer, c'est les femmes qui nous regardent actuellement, qui ont déjà le cancer. On est en train de dire que c'est extrêmement coûteux. Que pouvons-nous faire pour ces dames-là, pour qu'elles puissent se rapprocher de nous, pour pouvoir en parler, sachant qu'elles ont le cancer déjà, mais n'ayant pas le courage d'aller à l'hôpital, manque de moyens. Que pouvons-nous faire pour celles-là actuellement? Je crois qu'on a quand même abordé cette préoccupation-là. De toute façon, il faut déjà, le premier réflexe, c'est d'aller à l'hôpital. Déjà, commencer par s'auto-palper, se faire palper, aller à l'hôpital. Dès qu'il y a une petite alerte, ça permet déjà de savoir à quoi s'en tenir.
Et les médecins sont disponibles pour davantage conseiller les médecins, mais aussi des ONG, des structures diverses qui existent sur la place, qui font de la sensibilisation, peut-être, même si c'est essentiellement au mois d'octobre qu'on voit ces sensibilisations-là. À l'image de Matayara, on va finir avec sa présidente, Miona Dovi, votre mot de la fin. Alors, je voudrais finir sur deux aspects. Le premier, c'est Roméo tout à l'heure qui disait, de même que vous ne connaissiez pas de femmes, de personnes malades. Et moi, je suis prête à mettre ma main au feu et dire que vous en avez dans votre entourage, mais c'est le silence autour du mal qui fait que vous ne vous en doutez pas. La preuve, c'est qu'une femme a eu le cancer pendant 15 ans banalement, et sa propre fille ne l'a jamais su. Donc forcément, il y en a autour de nous, mais on ne sait pas. Donc, inviter les femmes atteintes du mal à se confier. Parler peut soulager, soulage énormément d'ailleurs, quel que soit ce par quoi on passe. Parler à quelqu'un peut soulager. Il ne s'agit pas d'aller sur la place publique crier que vous avez le cancer du sein, mais trouver quelqu'un ou des gens avec qui partager votre mal, qui portent le fardeau avec vous. C'est toujours moins lourd que de s'enfermer, de s'isoler, d'affronter ce dangereux mal seul. Je voudrais enfin faire une sorte de plaidoyer à l'endroit de tout le monde, peu importe votre nationalité, faire attention à la façon dont nous nous comportons avec une personne malade, surtout dans le cas de maladies non contagieuses comme le cancer du sein. Parfois, ce n'est forcément pas quelque chose qu'on fait volontairement. Le simple fait de regarder la personne avec insistance, la met mal à l'aise et contribue à la stigmatiser en réalité. Donc, je vous invite à soutenir les personnes autour de vous qui ont ce genre de maladie, le VIH par exemple également, et de faire attention aux subtilités qui peuvent la mettre mal à l'aise, que vous ne faites pas forcément en voulant faire mal, mais qui quand même font mal à la victime, parce qu'elle-même, au fond d'elle déjà, a des complexes qu'il ne faut pas aggraver en fait à travers de petits gestes, de petits mots, et voilà, de petites remarques qui pourraient blesser. Merci beaucoup, Emiel Adouvi. Merci à Segogon, notre artiste du jour qui fait de la sensibilisation sur le cancer du sein. Madame Patricia Aouma, qui nous a raconté une expérience poignante du cancer du sein avec sa maman. Merci Karimat. Merci à tous les autres qui êtes venus sur ce plateau. Fortuna Diarra, merci. Merci Roméo Aklozo, chers amis, merci beaucoup. Merci à Ménali Boniali et à Annabelle de l'association Amazon depuis la Martinique qui sont intervenus dans cette émission. Ça nous fait vraiment plaisir de partager votre expérience, de recevoir de vous pour davantage sensibiliser. Merci à Dr Yelian qui a une structure qui s'appelle Home Service Santé, qui fait de la consultation et soins médicaux à domicile, qui aide aussi, apporte de l'aide aux personnes âgées ou à des personnes à autonomie réduite. Ils ont aussi des services de garde d'enfants à domicile, qui nous a aidé à mobiliser Dr Cynthia Palité. Merci. Merci Dr Dorian. Merci à tous. Merci également à toute l'équipe de préparation, de présentation et de réalisation de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain, si Dieu le veut. Portez-vous bien en attendant.